Une nuit, 8 milliards de dollars, 6 divisions rendues inaptes au combat avant le lever du soleil. Je veux que vous preniez un instant pour mesurer cela avant d'aller plus loin, parce que ces 3 chiffres ne sont pas un titre. Ce ne sont pas une estimation et ce ne sont pas le produit d'une opération de propagande quelconque. Ce sont les chiffres préliminaires de l'évaluation des dommages qui sont arrivés sur les bureaux du commandement logistique de Tsahal. Ils y sont arrivés dans les heures qui ont suivi l'exécution par l'Iran de la campagne de frappe d'une seule nuit, la plus lourde de conséquences de l'histoire moderne de la guerre au Moyen-Orient. Et si vous regardez ceci en ce moment, vous sentez déjà que quelque chose de fondamental a basculé. La version de ce conflit présentée dans la couverture médiatique dominante ne correspond pas à la réalité opérationnelle visible dans les chiffres eux-mêmes. Vous avez raison, elle ne correspond pas, et dans les prochaines minutes, je vais vous donner la version qui correspond. J'ai passé 30 ans à étudier la logistique militaire, en particulier le rôle des stocks prépositionnés dans le maintien des opérations de combat modernes. J'ai vu des armées gagner des guerres parce que leurs chaînes d'approvisionnement ont tenu, et j'ai vu des armées s'effondrer, non pas parce qu'elles avaient été battues sur le terrain, mais parce qu'elles étaient à sec. Les mathématiques de la soutenabilité au combat sont impitoyables dans leur précision. Elles ne négocient pas. Elles n'attendent pas les solutions politiques. Et elles ne se soucient pas du degré de sophistication de vos systèmes d'armes lorsque le carburant pour les déplacer et les munitions pour les faire tirer n'existent plus. Ce que l'Iran a accompli au cours de cette seule nuit opérationnelle n'était pas une frappe militaire au sens conventionnel du terme. C'était une décapitation logistique. Et comprendre pourquoi cette distinction compte est toute la raison pour laquelle nous sommes ici. Le chiffre de 8 milliards de dollars n'est pas une abstraction. Il représente le matériel physique dont dépendent 6 divisions de Tsahal, soit environ 60 000 soldats avec leur complément complet de chars, d'artillerie, de véhicules blindés et de systèmes de soutien, pour fonctionner comme formation de combat plutôt que comme collection coûteuse de matériel immobilisé. Lorsque ce matériel disparaît du jour au lendemain, ces 6 divisions ne deviennent pas plus faibles, elles se retrouvent coincées, elles deviennent inaptes au combat. C'est le langage qu'utilisent les planificateurs militaires lorsqu'ils n'ont plus de description plus confortable. Et la question à laquelle les analystes sérieux doivent répondre honnêtement, non pas dans sa version confortable, mais dans sa version opérationnellement exacte, est la suivante. Comment cela s'est-il produit? Qu'est-ce que cela signifie? Et pourquoi Washington est-il devenu si manifestement silencieux quant à sa capacité de réparer la situation? Commençons par le comment. Parce que l'architecture de ciblage de cette campagne est, d'un point de vue professionnel, plus significative que la destruction qu'elle a produite. Détruire une cible exige des armes de précision et une planification de mission, mais trouver la cible en premier lieu, c'est autre chose. Il faut localiser des installations de stockage militaire dispersées, durcies, délibérément dissimulées, dont les positions représentent certains des secrets de sécurité opérationnelle, les mieux gardés de tout le système de Tsahal. Cela exige un effort de collecte de renseignements d'une profondeur et d'une sophistication soutenue que la communauté analytique occidentale n'avait pas publiquement attribué à l'Iran. Les installations avancées de stockage de Tsahal ne figurent sur aucune carte publique. Elles sont construites avec un camouflage aérien spécifiquement conçu pour minimiser les signatures thermiques et électromagnétiques. Leurs emplacements sont périodiquement déplacés afin de compliquer la surveillance à long terme. Et pourtant, les bases de données de ciblage iraniennes contenaient des données de localisation exactes pour l'écrasante majorité de ces installations. Ces données étaient suffisantes pour planifier et exécuter une campagne de frappe de précision couvrant simultanément 3 secteurs géographiques en une seule nuit opérationnelle. Cette image de ciblage n'a pas été assemblée en quelques semaines, elle a été construite sur plusieurs années grâce à une combinaison de renseignements d'origine électromagnétique, de renseignements humains, d'analyse d'images satellitaires commerciales et d'exploitation des émissions électroniques provenant des installations elles-mêmes pendant les activités opérationnelles de routine. Le dispositif de frappe a été divisé en 3 vagues simultanées. Les installations du secteur nord, les dépôts soutenant les 6 divisions déployées aux frontières libanaises et syriennes ont reçu le plus important sous-ensemble. Cela reflétait la priorité donnée au théâtre opérationnel où les forces alignées sur l'Iran sont le plus directement engagées.
Les installations du secteur central ont reçu la deuxième vague simultanément. Les dépôts du secteur sud ont reçu la troisième vague simultanément. La simultanéité était délibérée et elle a été décisive. En frappant les trois secteurs exactement au même moment, l'Iran a éliminé toute possibilité de réallocation intersectorielle des ressources survivantes. Ce qui avait survécu dans le nord ne pouvait pas atteindre le sud. Ce qui avait survécu dans le secteur central ne pouvait compenser les pertes nulles par ailleurs. La frappe n'a pas seulement détruit des stocks, elle a détruit la capacité du système à compenser leur destruction. Dans chaque installation, la séquence de ciblage reflétait une compréhension sophistiquée de la doctrine logistique de Tsahal et des dépendances spécifiques des formations soutenues. Les dépôts de munitions ont été frappés en premier parce que les munitions sont la ressource logistique la moins fongible. On ne peut pas improviser un substitut à un obus d'artillerie de 155 mm lorsqu'on en manque. Les zones de stockage de munitions de précision ont reçu une attention particulière avec des ogives pénétrantes conçues pour provoquer la détonation interne des armes stockées plutôt que simplement endommager la structure de stockage. Les explosions secondaires, les munitions stockées qui cuisaient à l'intérieur de conteneurs endommagés, ont étendu la destruction bien au-delà de l'empreinte d'impact directe des armes entrantes. Les stocks de carburant constituaient la deuxième priorité. Ils ont été ciblés avec une séquence incendiaire conçue pour propager le feu entre les réservoirs, plutôt que pour isoler la destruction à des unités individuelles. Et l'inventaire de maintenance et de pièces de rechange, l'élément le moins spectaculaire visuellement de l'infrastructure de stockage militaire, mais sans doute le plus contraignant sur le plan opérationnel lorsqu'il est épuisé, a reçu une attention systématique que les évaluations post-frappe ont confirmé comme ayant entraîné une destruction quasi totale. Un char avec une chenille brisée et sans pièces de rechange dans le dépôt avancé pour le réparer est aussi inapte au combat qu'un char sans munitions. Sur les 23 installations avancées de stockage ciblées dans les trois secteurs, 19 ont été évaluées comme détruites au-delà d'une récupération rapide. 3 ont été gravement endommagées et rendues non fonctionnelles sur le plan opérationnel. Une seule, située dans une zone peuplée qui limitait le dispositif de frappe, a survécu avec peu, être 15% de son inventaire d'avant-frappe intact. 15% d'une seule installation. Voilà ce qui restait du réseau de stock avancé dont dépendaient 6 divisions. Considérez maintenant les mathématiques qui découlent de cette réalité. Une division blindée de Tsahal en opération active a besoin d'environ 1200 tonnes de ravitaillement par jour pour maintenir son efficacité au combat. La capacité organique de transport d'une division, c'est, à dire, les fournitures qu'elle transporte sur ses propres véhicules sans puiser dans des stocks externes, représentent entre 2 et 4 jours de consommation à des taux de combat soutenus. Le système de stock avancé existe pour prolonger cette capacité organique en fournissant le tampon qui permet aux opérations de se poursuivre pendant que la chaîne de ravitaillement remplace ce qui a été consommé. Avec la disparition des stocks avancés, chacune des 6 divisions coincées fonctionne désormais contre un compte à rebours. À des taux de consommation de combat soutenus, ce compte à rebours va de 2 à 4 jours avant que la division doive soit cesser les opérations offensives pour conserver les fournitures restantes, soit accepter une dégradation de son efficacité au combat qui s'accélère à chaque heure supplémentaire. Les chars Merkava 4, qui représentent la puissance de combat terrestre décisive de Tsahal, font face à la contrainte la plus aiguë, parce que leur consommation de carburant en opération active est énorme et que leur dépense en munitions au contact d'un adversaire capable est implacable. La dimension des munitions de précision porte un poids qui dépasse la situation opérationnelle immédiate. La doctrine militaire israélienne dépend fondamentalement des armes guidées de précision pour obtenir les effets qu'une force terrestre relativement petite doit produire afin de vaincre des adversaires plus nombreux. Les bombes planantes stockées, les missiles rampage, les kits JDAM Extended Range détruits dans cette campagne représentent l'avantage qualitatif qui rend la puissance militaire israélienne disproportionnée par rapport à la taille de la force qu'il emploie. Remplacer ces armes exige une capacité manufacturière américaine et des délais de production mesurés en mois, non en jours.
Et cela exige une livraison par des voies logistiques qui ont été systématiquement ciblées et perturbées, ce qui nous amène à la question que les responsables américains et israéliens esquivent avec un langage prudent sur les évaluations en cours et les options en développement. Pourquoi le ravitaillement américain est-il véritablement impossible ? Non pas politiquement compliqué, non pas retardé, mais opérationnellement impossible. La voie maritime, le principal canal par lequel le réapprovisionnement des stocks militaires circule en temps normal, est fermée. Les installations portuaires par lesquelles transite la majorité des importations de cargaisons militaires ont été ciblées dans les phases précédentes de la campagne d'interdiction iranienne. Elles sont non fonctionnelles en attente d'une reconstruction mesurée en mois. Les compagnies maritimes commerciales n'envoient pas leurs navires dans un environnement de menace maritime où les moyens navals iraniens ont démontré à la fois la capacité et la volonté d'interdire l'approche des navires. Le marché de l'assurance maritime a effectivement suspendu la couverture des navires opérant dans les approches de la Méditerranée orientale vers les ports israéliens. La capacité de transport commercial, dont dépend la logistique militaire en temps normal, s'est retirée de la zone opérationnelle. La voie logistique aérienne fait face à un ensemble cumulatif de contraintes qui la rendent opérationnellement inadéquate face à l'exigence de ravitaillement qui lui est imposée. Remplacer 8 milliards de dollars de stocks détruits par pont aérien exigerait une campagne soutenue d'une ampleur sans précédent dans l'histoire militaire américaine, en dehors du pont aérien de Berlin. Et cela, même en mettant de côté la question de la disponibilité de la production. Le pont aérien de Berlin transportait environ 8000 tonnes de cargaison par jour vers un seul point de réception en utilisant tous les moyens disponibles. L'exigence quotidienne de ravitaillement de 6 divisions de Tsahal coincées, réparties entre plusieurs points de réception, dépasse ce chiffre. La principale porte d'entrée du fret aérien en Israël dispose de systèmes de pistes qui ont été cratérisés dans les phases antérieures de la campagne d'interdiction. Les aérodromes militaires disposant de pistes capables d'accueillir des avions cargo lourds ont été rendus non opérationnels lors des frappes contre les bases. Et les avions américains C-17 et C-5 de transport lourd sont de grandes plateformes lentes, très visibles au radar, qui ne peuvent pas se défendre contre les systèmes de missiles solaires et les avions de chasse constituant l'architecture de défense aérienne iranienne. Fournir une escorte de chasse pour une campagne soutenue de ponts aériens lourds exige des bases aériennes fonctionnelles à portée de la route aérienne. Ces mêmes bases aériennes fonctionnelles ont été détruites. La dépendance circulaire entre la capacité de transport aérien et la fonctionnalité des bases aériennes n'a aucune résolution dans les paramètres opérationnels disponibles. Washington ne se tait pas parce qu'il manque de préoccupation pour son allié. Il se tait parce que le problème qu'on lui demande de résoudre n'a pas de solution dans les conditions opérationnelles qui existent actuellement. Ce que l'Iran a accompli par cette campagne dépasse considérablement le bilan militaire immédiat. La destruction de 8 milliards de dollars de stock de Tsahal n'est pas l'objectif de cette opération. C'est l'instrument par lequel un objectif stratégique plus large est poursuivi. L'Iran ne tente pas de vaincre Israël dans un sens militaire conventionnel. Ce qu'il poursuit est quelque chose de plus fondamental et de plus durable. La démonstration systématique que l'architecture stratégique qui sous-tend la sécurité israélienne, les armes américaines, le ravitaillement américain, la protection politique américaine, la présence militaire américaine comporte des limites structurelles qu'un adversaire régional déterminé, doté d'une capacité suffisante et de patience, peut exploiter sur le plan opérationnel. Le stock n'a pas été détruit pour affaiblir Israël, il a été détruit pour prouver qu'Israël peut être affaibli de façon que la puissance américaine ne peut pas rapidement inverser. Cette démonstration s'adresse à un auditoire beaucoup plus vaste que la zone de conflit immédiate. À Moscou, chaque ressource américaine consacrée à gérer les conséquences de cette frappe est une ressource indisponible pour les théâtres où les intérêts stratégiques russes sont directement engagés. À Pékin, les planificateurs militaires qui étudient le modèle opérationnel permettant d'invalider l'architecture de ravitaillement du Nil avant même que le premier coup de feu de la campagne principale soit tiré mènent cette étude en ce moment même, avec beaucoup de détails, et pour les nations du monde en développement qui ont structuré leur architecture de sécurité autour des garanties américaines, le test empirique que cette campagne a fourni sur ce que valent
réellement ces garanties lorsqu'elles sont mises à l'épreuve par un adversaire doté d'une véritable capacité de frappe de précision et de la patience stratégique nécessaire pour l'exploiter systématiquement, produit des réévaluations internes urgentes qu'aucune communication diplomatique américaine ne renversera facilement. Le moment unipolaire, cette période où la primauté militaire américaine était si écrasante qu'aucun acteur régional ne pouvait rationnellement la défier, ne s'est pas terminé dans une seule confrontation dramatique. Il s'est terminé dans une série de démonstrations opérationnelles qui ont collectivement établi un nouvel ensemble de faits sur ce que la puissance américaine peut et ne peut pas accomplir dans un monde où les armes de précision sont diffusées vers des acteurs régionaux autonomes ayant la volonté de les utiliser. Tsahal finira par reconstruire ses stocks. Les divisions finiront par être ravitaillées par les voies improvisées qui pourront être construites dans les contraintes de l'environnement de menace actuel. Mais la réalité stratégique démontrée par cette campagne ne se reconstruit pas dans sa forme antérieure par une quelconque réponse opérationnelle ou diplomatique. Cette réalité, c'est qu'une puissance régionale autonome, dotée d'armes de précision, d'une préparation approfondie du renseignement et de la volonté opérationnelle d'utiliser les deux, peut détruire en une seule nuit la fondation matérielle de la capacité militaire d'un allié appuyé par une superpuissance, plus vite que toute opération de ravitaillement ne peut la compenser. Elle fait désormais partie du paysage stratégique permanent. En 30 ans d'analyse militaire, j'ai vu de nombreuses situations décrites comme des tournants qui se sont révélés, avec le recul, être des ajustements à l'intérieur d'un cadre continu. Je n'évalue pas cette situation de cette façon. Ce qui s'est produit dans cette campagne est un basculement réel et durable. Et les questions qui en découlent, comment Israël s'adapte, comment Washington se recalibre, comment l'Iran choisit d'employer l'initiative stratégique qu'il détient désormais trouvent leur réponse, en ce moment même, en temps réel, par des décisions prises dans des conditions que personne n'avait prévues. Mesdames et messieurs, notre émission d'aujourd'hui s'arrête ici. Nous vous invitons à partager votre avis personnel dans la section des commentaires ci-dessous. Perspective politique vous salue et vous donne rendez-vous très bientôt.